Bonjour à vous tous, à commencer par vous, spectateurs du Collège des Bernardins qui êtes avec nous dans cet amphithéâtre, et puis à vous, téléspectateurs de KTO, qui nous rejoignez par la voie des ondes. Alors nous allons aujourd'hui aborder une question bien singulière, puisqu'il va être question de la fascination de la chair dans l'art et la publicité. Et je voudrais pointer tout de suite que cette question nous est posée sous la forme interrogative. En effet, l'art et la publicité sont-ils des facteurs de fascination de la chair? Voilà ce que nous allons essayer de discuter. Contribue-t-il à révéler l'être dans sa nature profonde, dans sa beauté, ou au contraire à l'exploiter, à le chosifier à des fins commerciales? Comment l'art contemporain met-il en scène le corps nu? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tâcher de répondre avec nos invités, à commencer par vous, Monsieur Vincent Leclabar. Vous êtes président, fondateur d'une grande agence de publicité indépendante qui s'appelle Australie. Vous l'avez créée en 1984. Et vous êtes, par votre métier, un fin observateur des comportements des Français, de la société dans laquelle nous vivons, et notamment sous l'angle de la consommation. Et on vous doit des grandes campagnes de publicité, desquelles la chair n'était pas tout à fait absente. Enfin, c'est ce que vous allez sans doute nous confesser tout à l'heure. À vos côtés, Cécile Debray-Amar, vous êtes conservateur du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou. Et vous êtes le commissaire de l'exposition Luciane Freud, l'atelier, dont je montre tout de suite la belle couverture du catalogue. Alors je veux dire que cette exposition est tout à fait impressionnante et belle, et va nous permettre d'éclairer notre débat d'une façon toute particulière. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Enfin, Pascale Houbin. Pascale Houbin, vous êtes danseuse, chorégraphe. Alors vous aussi, vous êtes une fondatrice, puisqu'en 1987, vous avez fondé votre compagnie de danse qui s'appelle Nom de Nom. Alors il faut expliquer que c'est nom N-O-N, de nom N-O-M. Pourquoi ? Voilà. Alors là aussi, tout de suite, Pascale Houbin nous donne aussi une clé de son travail, c'est qu'elle travaille avec, qu'elle danse avec le langage des signes. Et moi, je dois dire que j'ai eu un choc, et je vous invite tous à avoir le même en allant sur votre site internet, où l'on voit un court-métrage dans lequel, avec Philippe de Coufflet, vous mettez en image, sous forme d'un petit clip, d'un court-métrage, donc, une chanson chantée par Bourvil, Le Petit Bal. Et ça n'a pas vieilli. Et ça date de 1993. Voilà. Alors, pour entamer notre débat, j'ai pensé de vous poser quelques questions. Alors, je ne sais pas très bien qui va répondre auxquelles. J'ai pensé à 3 questions introductives. La première, c'est: faites-vous, vous, personnellement, une différence entre le corps et la chair? Peut-être c'est une question pour vous. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est difficile de commencer par cette question qui est extrêmement fondatrice du débat. Le nu, je vais plutôt commencer par la chair. La chair, c'est une substance molle, ça a à voir avec l'animal en nous, ça a à voir... Le nu, c'est plus relié à la peau. On va parler de nu par rapport à des vêtements, par rapport à quelque chose qui peut être dévoilé, alors que la chair, c'est plutôt, je dirais, une substance. Ça va venir. Quelqu'un d'autre sur ce sujet? Oui, Vincent Leclabar. Réfléchir pendant que vous parliez. Merci. C'est pas des questions qu'on se pose, hein, mais puisque vous la posez, je dirais que la chair, c'est quelque chose qu'on ressent, qui est plus de l'intérieur, et le corps, c'est plus la silhouette, c'est plus le regard de celui à qui c'est exposé. Quelque chose comme ça, oui. Puisque vous avez la parole, je vous pose la deuxième question. Est-ce que vous pensez que cette question de la fascination de la chair est une question contemporaine? Est-ce que c'est une question qui a une acuité particulière dans la société dans laquelle nous vivons? Et j'ai envie d'ajouter une question plus personnelle. Est-ce qu'elle vous touche, vous, personnellement? Elle me touche parce que, pour vous faire une confidence pas très grave, je fais un métier où je suis amené à présenter nos réalisations à des étrangers. Je dirige une agence qui n'est pas spécialement olé, une agence assez sérieuse et réputée comme telle. Et à chaque fois que je présente mon agence et nos campagnes, je m'aperçois que, en fait, sans m'en rendre compte, on a conçu des campagnes dans lesquelles le corps de la femme, principalement, est extrêmement présent. Et je me rends compte qu'en France, beaucoup plus que dans les pays du Nord ou dans les pays anglo-saxons,
le corps est très utilisé pour séduire, pour envoyer des messages, beaucoup plus que dans ces d'autres pays occidentaux. Je pense qu'en Italie, on doit être assez proche de la France. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça s'explique. Mais ce qui est vrai, c'est que, oui, ça me touche parce que d'un seul coup, je prends conscience, alors que quand on le fait, on ne se rend pas forcément compte. Je prends conscience avec le regard des autres que finalement, on utilise beaucoup le corps de la femme, oui. Cécile de Bréhamar, sur cette question de la fascination de la chair et de son acuité dans notre société, et notamment à travers le travail que vous avez fait pour Lucian Freud, est-ce que vous pensez qu'il y a un sujet? Alors, je pourrais répondre en historienne d'art. La fascination de la chair, elle est presque constitutive de la peinture pour moi. C'est vraiment... mais alors là, je dirais dans la durée, hein, même depuis je dirais la peinture classique, peut-être dans une société catholique aussi, hein, où le corps et la chair est au centre je dirais, de la grande peinture. Et finalement, la question de la chair, on pense à Rubens, mais on pense également aux nus de Courbet, ou on pense aux pompiers, pour lesquels j'ai un certain goût, en fait, au XIXe siècle. Jusqu'à Lucian Freud. Donc effectivement, c'est une question très importante, la question de la picturalité, la question du rapport entre la peinture et le réel et ce qui est représenté, c'est-à-dire comment la peinture peut figurer ou donner la sensation de la présence du corps ou de la présence. Et puis voilà. Et puis d'un point de vue personnel, je dirais, puisque je travaille plutôt sur l'art du XXe siècle, j'ai un goût particulier pour la peinture, qui est un genre aujourd'hui peut-être plus minoritaire, hein, en art contemporain. Et je pense que la question du corps et la question de la représentation et la question de la chair sont sans doute, ils sont pour quelque chose. Et sur la question de la relation entre ce problème de la fascination de la chair et de la morale, est-ce que vous avez un goût particulier pour aborder cette question sous cet angle-là? À la fois la morale sociale et la morale personnelle. La morale sociale, c'est la question du respect de l'être humain, et puis peut-être sur le plan personnel de la liberté, au fond. Parce que quand on dit fascination, il y a une dimension de perte de liberté. Oui, alors la question morale, là, ce serait peut-être plus en tant qu'individu, oui. Et puis surtout, je dirais, en tant que personne s'interrogeant sur le statut de l'image. Ça, c'est vrai que je pense que, en étant conservateur du musée, on a peut-être un regard encore plus sensible ou plus alerte sur ce statut de l'image. Voilà, donc je pense qu'effectivement, la présence, même le matraquage, je rentre dans la polémique volontairement, et on va peut-être en débattre, mais je dirais que le matraquage de cette image et effectivement de la présence du corps de la femme, et de plus en plus du corps masculin, parce que finalement il est en train de subir le même traitement, je dirais. Donc un corps qui pour moi est très tiré vers une certaine forme d'artificialité, hein, qui est pas non plus très loin, je dirais, du monde virtuel, qui est en train de se développer beaucoup face à l'image vidéo, l'image numérique, donc retouchée et absolument omniprésente. Et surtout, il y a une sorte je dirais, d'attitude très décomplexée aujourd'hui par rapport à une image qui est volontairement artificielle. Et finalement, le rapport avec le réel, un corps observé, ce qui n'a rien à voir avec justement la problématique de Freud, ou qui a à voir, mais justement dans le contre-pied, est quelque chose, en tout cas, qui nous interroge et qui est assez fascinant. Alors, Vincent Leclabar, la douce interpellation de votre voisine Cécile de Bréhamar vous amène naturellement à nous en dire plus sur la façon dont la publicité, œuvre de séduction commerciale, utilise le corps humain dans sa dimension de la nudité. Oui, le corps, à ce moment-là, n'est pas du tout une représentation artistique. C'est un moyen qu'on utilise pour attirer l'attention, pour séduire, pour provoquer. Tout va dépendre de l'objectif qu'on cherche à atteindre et de ce qu'on veut faire passer comme message. Nous fabriquons des images, c'est vrai. On fabrique des images pour obtenir des changements de comportement, des changements d'attitude, des changements d'opinion.
Vous dites obtenir, pardon, je réagis à ce mot, vous avez dit obtenir des changements. C'est-à-dire que vous vivez en tant que publicitaire comme quelqu'un qui contribue à faire évoluer les comportements ou à les suivre, à les faire évoluer. C'est-à-dire qu'on suit la création, on suit les idées nouvelles. C'est rare que la publicité invente quelque chose de vraiment nouveau. En revanche, on a des antennes assez sensibles et on détecte très vite ce qui va devenir à la mode et on accélère les processus. En revanche, les personnes auxquelles on destine nos messages, le public ou les publics, sont visées par nous pour obtenir des changements de comportement. Mais c'est des changements de comportement qui peuvent être de l'ordre de l'achat ou de la civilité dans les transports en commun ou de la prévention par rapport à la maladie. Enfin, je veux dire, on a un spectre d'action là aussi qui est extrêmement large. Alors, vous imaginez bien que l'utilisation du corps là-dedans, elle trouve sa place de plein de façons différentes. Si on veut, par exemple, on va prendre des choses assez classiques, si on veut promouvoir un parfum, on va se retrouver dans une perspective de la séduction pure. Donc, on va avoir des messages qui sont très sexués, qui sont destinés à des hommes ou à des femmes, qui vont le recevoir comme tel pour séduire des hommes ou des femmes. Et on va trouver dans ce secteur-là des utilisations du corps absolument infinies, avec des personnes qui sont à la tête de l'entreprise. On va citer, c'est une marque, mais une marque qui s'est vraiment incarnée de façon très forte sur ce terrain-là, qui est la marque Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, souvenez-vous, à l'époque, avait posé nu sur le bord de sa baignoire, donc c'était un homme nu qu'on voyait dans la presse. Et ensuite, quand on reprend ces différents produits avec l'histoire, très souvent, je sais pas si c'est une culture d'entreprise ou autre chose, mais on a retrouvé la nudité presque intégrale dans les modèles qu'il utilisait. Et là, clairement, on est dans l'utilisation très sexuée du corps humain. Mais une relation sexuée qui reste encadrée, qui reste oui, qui est encadrée, mais qui acceptable. très franchement a pris, je trouve, des libertés avec le temps absolument incroyables. J'ai l'impression qu'on est arrivé d'ailleurs un peu à un extrême et qu'on est en train de refluer, c'est-à-dire que il y a quand même une morale publique et on sent bien qu'il y a des frontières qu'on ne peut pas dépasser et certainement qu'il faut revenir en arrière. Alors parfois, on tombe dans la provocation pleine et entière. Alors on peut tomber dans la provocation pleine et entière. Là, on pense à tout ce qui a été appelé à une époque le porno chic, qui, Dieu merci, est en reflux. On en a beaucoup parlé. Et là, c'était pas tellement des publicitaires, mais enfin peu importe. C'était de la publicité. C'était ce qu'on appelle des directeurs artistiques des maisons de luxe qui ont fait un usage de l'image, principalement de la femme d'ailleurs. Et du corps de la femme qui était volontairement très choquante, très glamour, très bien faite, très esthétisante et au fond très choquante parce que mettant en scène des comportements assez révoltants à l'égard plus souvent de la femme. Et puis vous avez l'utilisation du corps d'une façon, je dirais, réellement accrocheuse, mais avec un bon esprit. Donc là, je vais citer la campagne que tout le monde a en tête, enfin en tout cas même ceux qui... On évoque les marques. Vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de publicité. J'ai cité un nom, mais je ferai très attention. Tout le monde se souvient de cette campagne qui date d'il y a longtemps maintenant, de 78, où sur des affiches de France, on voyait une jeune femme en maillot de bain dire « Demain, j'enlève le haut ». Enfin, non, elle disait le 2 septembre, précisément, j'enlève le haut. Et le 2 septembre, toutes les affiches avaient changé, c'était 2 jours après, et effectivement, elle était topless. Et puis ensuite, on la voyait, qui disait, à ce moment-là, elle disait, le 4 septembre, j'enlève le bas. Tout le monde se disait, mais c'est pas possible, elle l'a fait la première fois, déjà on n'y croyait pas, et en direct, presque, le 4 septembre, elle était nue, mais de dos. Et donc, en fait, c'était pour un afficheur qui, ainsi, pouvait montrer que quand il décidait d'afficher tel jour, il tenait ses promesses. Et à l'époque, c'était très très bien passé, c'est-à-dire que la population avait souri, avait dit tiens c'est gonflé, c'est amusant. Je ne sais pas si aujourd'hui ça passerait. Moi, j'ai quand même l'impression, quand on vous entend évoquer cette campagne, que c'est vraiment de la roupie de Sansonnet. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, je pense justement dans le domaine de la mode, c'est des choses extrêmement trash, c'est des comportements qui évoquent le viol, qui évoquent la violence, qui évoquent une sexualité totalement dévoyée. Enfin, ça, c'est en jugement moraux, c'est objectif. Vous avez le média qui compte, c'est-à-dire que quand c'est dans la presse, et les campagnes auxquelles vous faites référence sont dans la presse, il y a un côté caché, c'est-à-dire que tout le monde ne le voit pas en même temps déjà, et puis on peut tourner la page. Là, c'est en affichage. Dans l'affichage, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On a vu des campagnes de parfum où des filles complètement nues s'offraient pratiquement au regard de tout le monde. Et elles ont été interdites en Angleterre, par exemple, autorisées en France.
Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça passerait encore. Ça date d'il y a 5 ans. Est-ce qu'avec cette société de l'Internet, du tout de suite, du tout voir, ce qui sont d'ailleurs des analyses que j'ai lues sur votre site, est-ce que, notamment parmi les jeunes, on n'a pas une espèce de désir impérieux de tout voir du corps dans toutes ces dimensions? Je crois que ça n'a qu'un temps parce qu'on arrive très vite à satiété par rapport à ces sujets-là, quoi. Une fois que, je veux dire, c'est un peu prosaïque ce que je veux dire, mais quand on a fait le tour, bon, ça va. Je crois qu'il y a des interdits qu'il faut franchir. Maintenant, les interdits sont très faciles à franchir. Ensuite, à moins d'être pervers, on ne va pas passer son temps à regarder ça. Est-ce que vous-même, ça vous est arrivé, au cours de ces années de publicité, de refuser des campagnes sous l'angle justement du non-respect de la dignité humaine? Assez fréquemment. C'est-à-dire que j'ai fait parfois des campagnes extrêmement choquantes, volontairement. Je continue d'en faire, mais j'ai ma morale personnelle, et ma morale personnelle fait que je ne veux pas agresser les gens, je ne veux pas jouer sur la religion, je ne veux pas jouer sur la race. Et sur le sexe, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir à me prononcer sur ce sujet-là. Si, une fois, mais c'était sur un sujet particulier. On travaillait à l'époque sur les campagnes contre le sida. Et ça n'a plus rien à voir avec notre sujet, mais bon, c'est pour vous, puisque c'est une question sur la morale. Et donc, il fallait dénoncer, enfin, il fallait pas dénoncer, il fallait informer des populations qui ont des pratiques sexuelles qui pouvaient provoquer la contagion, des dangers de cette pratique sexuelle. Il s'agissait pas de faire du prosélytisme, ni pour le fait de tromper son conjoint à l'âge de 40 ans et d'avoir des partenaires multiples, ni sur l'homosexualité, mais il fallait en parler quand même. Donc là, il y avait quelque chose d'assez sensible à travailler. Enfin, est-ce que la représentation du corps jeune et beau est, selon vous, dans le langage publicitaire, un véritable diktat, ou est-ce qu'il y a des exceptions, ou est-ce qu'il y en a de plus en plus? Aujourd'hui, on maîtrise tous le langage publicitaire. Tout le monde sait reconnaître un message publicitaire, sait décoder l'intention très facilement. Et donc, effectivement, on arrive à décaler les discours. Donc, on peut jouer avec ça. La plupart des images qui utilisent le corps utilisent un corps esthétique pour provoquer des réactions de séduction et d'intérêt. Mais à contrario, on va voir aussi des campagnes qui vont montrer des personnes dans leur crudité, si je puis dire, des personnes qui, sans être aussi réalistes ou déformées que celles qui sont représentées par Lucian Freud, ne sont ni belles, ne répondent à aucun des canons de la beauté. Et on a vu cette campagne pour une marque de savonnette où il y avait tout un groupe de femmes nues, enfin quasiment nues. Et il y avait des grandes, des grosses, des maigres, des petites. Elles n'étaient pas belles. Mais en même temps, elles avaient une certaine beauté tout ensemble parce que justement, elles étaient naturelles. Cécile de Bréhamar, est-ce que le travail de Lucian Freud vient en contrepoint à cet univers publicitaire dans sa dimension de promotion du jeunisme, de la beauté plastique? Oui, mais on n'est pas du tout dans le même domaine. C'est-à-dire que c'est l'œuvre d'un peintre qui n'est pas du tout dans la logique d'un publicitaire. Donc là, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui interroge le réel, effectivement, qui se concentre donc sur la sphère de l'atelier et celui de l'observation du modèle, et un modèle nu. Effectivement, qui pourrait, à première vue, quand on regarde les tableaux de Lucian Freud, on peut être frappé par la différence, voire l'opposition avec ce que serait une photographie nue, par exemple. Quelques mots pour situer, parce que tout le monde ne connaît pas, mais je pense sincèrement qu'il faut aller voir cette exposition de Lucian Freud, l'atelier dont vous êtes le commissaire et qui est actuellement au centre Georges Pompidou. Alors, petit-fils de Sigmund Freud, ça c'est incontournable. Il est peintre depuis fort longtemps. Adolescent, il a commencé à travailler. Il vit à Londres et c'est l'homme de la peinture de ce qu'il y a de plus proche dans son existence, n'est-ce pas? Un homme de l'autobiographie, un homme de l'univers domestique proche. Oui, c'est peut-être pour replacer un peu sa trajectoire, je dirais, d'un point de vue historique. Lucian Freud, en fait, va attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est assez jeune, mais c'est déjà un artiste, et il va attendre l'ouverture des frontières pour se précipiter à Paris.
le Paris de l'après-guerre, et il va notamment rencontrer Giacometti. Et Giacometti, comme d'autres peintres de cette époque, je pense à Hélion, mais même Picasso, les peintres de la scène parisienne vont se revenir vers une certaine forme de figuration et revenir surtout dans l'espace de l'atelier pour travailler d'après le modèle. Et je dirais que c'est un peu sous la leçon de Giacometti que Lucian Freud va construire en quelque sorte les bases de son esthétique, de laquelle il ne va pas dévier jusqu'à aujourd'hui. Il a aujourd'hui 88 ans. Et ce qui est fascinant, c'est que depuis donc les années 50, il s'installe dans l'atelier face au modèle, toujours dans le même quartier de Londres, c'est-à-dire le West londonien, et va donc construire son œuvre de manière très très patiente, très lente, en faisant poser donc ces modèles de façon régulière, quasi quotidienne, peignant très lentement. Un tableau peut prendre 1 an, voire 2 ans. Et cet artiste va demander à ses modèles une certaine forme d'ascèse, c'est-à-dire des pauses quasi quotidiennes de plusieurs heures. Dans l'exposition du Centre Georges Pompidou, la dernière salle s'intitule « Comme la chair ». Et en écho à cet intitulé, je cite Lucian Freud qui dit « Je veux que la peinture soit chair ». Oui, plus exactement, je veux que la peinture fonctionne comme la chair. Et work as flesh. Et c'est quelque chose de très profond pour lui. C'est-à-dire que effectivement, donc la chair, le corps nu est son thème de prédilection, est au centre de sa peinture, et je dirais l'observation de la peau, de la chair, dans son modelé, dans ses variations, dans son irisation et ses accidents, puisqu'il y a des tableaux, notamment de cette fameuse femme obèse, The Bixou, qui va dépeindre de manière assez cruelle. Il y a 2 modèles comme ça, fétiches. Oui, Lee Bovary et The Bixou. Mais surtout, cette femme obèse, il va décrire le moindre escarre, l'irritation de la peau, des frottements, tout ce qui, nous fait horreur. C'est-à-dire tout ce qu'on corrige justement à la palette graphique. On va regarder tout de suite, justement, ce qui n'est pas corrigé à la palette graphique. Quelques images des tableaux qui sont exposés actuellement au Centre Georges Pompidou. Et je vous invite à les commenter. Ça commence par l'artiste. Ça commence pas par une peinture, mais par une photo. Une photo. C'est effectivement Lucian Freud récemment, dans son atelier, en train de peindre, et qui a été photographié par son assistant, David Dawson, qui a fait une série de très belles photos d'atelier que j'ai donc montrées à la fin de l'exposition, à la fin du parcours, où on peut donc voir tout le contexte très particulier de son atelier, puisqu'il essuie ses pinceaux sur le mur, donc il fait une sorte de double peau, une chaire de peinture sur les murs de son atelier. Qu'on retrouve en fond de certains tableaux. Et voilà, et qui reprend, puisque effectivement son univers est totalement clos et obsessionnel, et c'est vraiment son atelier qui est le cadre de sa peinture et qui est à chaque fois décrit et redécrit dans son grand-père l'aurait diagnostiqué obsessionnel, d'après vous. Sans doute, oui, sans doute. Alors, on continue. Alors voilà, l'un de ces modèles fétiches. Oui, alors là, c'est un grand tableau qui montre donc Lee Bovary. Ce modèle est très particulier. Il le rencontre en 1990 et c'est un performeur, c'est-à-dire un artiste qui utilise son corps dans des performances artistiques dans les boîtes de nuit londoniennes. Et il y a une sorte de gageure dans cette rencontre entre Lucian Freud, qui est donc une sorte d'artiste avec une certaine forme de perversion dans cette intrusion comme ça par son observation, et Lee Bovary qui était en fait un travesti. Donc, qui jouait à la fois sur
je dirais, sur le genre, et également qui était à l'opposé de la nudité. Il se travestissait dans des costumes absolument qui va d'ailleurs mourir à 33 ans du sida. Du sida, voilà, et qui, donc, face à Lucian Freud, va se déshabiller, se mettre à nu, y compris enlever ses piercings, etc. On va avancer peut-être dans les illustrations, donc... Là, il y a un jeu de photos et d'images et de tableaux. Avec donc la photographie à partir du grand autoportrait, l'un des derniers grands autoportraits mis en scène où il se représente avec une admiratrice à ses genoux, qui l'entrave et à la fois qui l'adore. Donc là, un grand tableau After Cézanne, donc qui est fait à partir d'un petit tableau de Cézanne où il demande à ses modèles de rejouer la peinture, donc de faire une sorte de tableau vivant dans l'atelier. Et c'est ce tableau vivant, avec toute la maladresse du jeu de ces modèles amateurs, qu'il va s'attacher à dépeindre. Et là, un très bel autoportrait qui date de 1965, où l'on voit donc je dirais un peu la sophistication de ces cadrages, de ces compositions, puisque il se représente en contre-plongée à partir d'un miroir qui est posé à même le sol, et ce recours au miroir est vraiment symptomatique de cette exigence d'un rapport au modèle, c'est-à-dire que même quand il se peint lui-même, il ne va pas utiliser une photographie, mais vraiment utiliser cette confrontation vivante et dans la durée avec sa propre image, son propre reflet dans le miroir. Alors, dernière illustration. Un grand intérieur donc de 98, donc dans son atelier, qui est assez, donc c'est une peinture, il y aurait beaucoup de choses à dire, où vous voyez donc une scène assez énigmatique. Au premier plan, un ami de Lucian Freud, écrivain, qui tient dans sa main un livre qui est un livre de chevet de Lucian Freud, qui est la correspondance de Flaubert, et au second plan un nu qui est un homme, hein, visiblement, mais qui allait un bébé, puisque en cours de route, le modèle initial, qui était une jeune mère, une jeune femme, ne pouvant se plier à la rigueur, je dirais, de la pose chez Freud, a été remplacé sans aucun souci par Freud, par son premier assistant. Alors, il faut dire que la représentation de la chair dans ces tableaux, sur ces nus, est d'une luminosité absolument sidérante. On est à la fois dans le surcroît de vie et en même temps dans la présence de la mort. Il y a un carrefour là qui est très impressionnant. Comment ce travail... Il y a plusieurs choses à dire. C'est-à-dire la luminosité, de manière très, très concrète, il utilise un pigment très chargé en plomb, uniquement pour les chairs. Donc il a vraiment réfléchi à la façon, d'une manière picturale, comment rendre je dirais plus le grain de la chair, et effectivement cette sorte de luisance et en même temps de profondeur, hein, de la chair, par un pigment très lumineux et à la fois très granuleux. Donc quand on regarde les peintures de près, on s'aperçoit que les zones de peau sont très très granuleuses. Et puis l'autre, je dirais la morbidité, qui est, si on reprenait l'étymologie du mot, est liée à la chair aussi. Cette morbidité, elle, selon moi, parce que ça après on peut toujours interpréter la peinture de Lucian Freud. Imaginez donc que ces poses s'installe comme ça dans la durée, dans plusieurs heures, donc il fatigue en quelque sorte son modèle, comme s'il l'assoupissait pour mieux le maîtriser. Il y a effectivement une certaine forme d'emprise du regard du peintre sur le modèle, qui confine effectivement à une sorte de disparition, ou en tout cas d'un silence plutôt inquiétant dans l'œuvre de Freud. Lucian Freud est un provocateur? Moi, j'utiliserais pas ce terme. Bien sûr que dans les années 80, quand sa peinture a commencé à être
vu et mieux connu, on l'a tout de suite pris comme un provocateur, ou en tout cas on a vu ses œuvres comme des œuvres plutôt scandaleuses. C'est un artiste qui a une fidélité à un projet qui selon moi est je dirais un projet très profond, qu'il faudrait relier, et c'est la problématique du corps, qu'il faudrait relier au thème de Pygmalion. C'est vraiment quelqu'un qui veut incarner son sujet, qui veut vraiment donner, je dirais, avoir la puissance de la peinture. C'est vraiment son projet. Donc c'est beaucoup plus profond que de la provocation. Pascal Loubin, qu'est-ce que ça vous inspire, cette œuvre de Luciane Freud? Moi, je suis allée voir l'exposition et j'étais très troublée par les sentiments qui sont dans la peinture de Freud et qui sont reliés sans doute au modèle, et que le peintre arrive à poser en couleur dans la chair. Je trouvais ça puissant. Ce que vous avez ressenti, c'est vous qui l'avez ressenti, ou vous croyez qu'il y a une dimension universelle dans ce message? Vous parlez de sentiments, c'est ce que vous avez perçu, vous, en regardant l'œuvre? Oui, de toute façon, il faut bien commencer par soi avant de partir dans des généralités. Mais là, surtout cette fameuse salle où il y a ces grands tableaux de nus, il y a plein de sentiments qui sont dans ces chairs, que ce soit... j'ai trouvé ça terriblement humain, quoi, dans la tendresse, la morbidité, la naissance, la mort, les souffrances, les joies. Enfin, c'est plein de couleurs qui sont reliées à des sentiments. Alors, venons-en à la chorégraphie, au travail de la danse. Est-ce que vous diriez que vous êtes dans cette discipline aussi touché par les évolutions que nous avons évoquées, du rapport au corps, de sa mise en scène, de la nudité, de la facilité, au fond, avec laquelle notre société contemporaine plébiscite le nu sous toutes ses coutures? Oui, je voulais revenir. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, ce que Vincent a dit. C'est vrai que le nu, ça a à voir avec le regard, et que la chair, ça a à voir avec le vivant. Et en tant que chorégraphe, quand on travaille sur le nu, on travaille avec le regard, avec son regard, et puis éventuellement en pensant que ça va être regardé par un spectateur. Et après, si on est sur le plateau, il y a comment on traverse la dramaturgie qui peut s'installer au plateau. C'est vraiment deux choses différentes. On peut dire l'abstraction de la notion de nu, et puis l'incarnation de la notion de chair. Alors, est-ce que vous avez une expérience, vous, dans votre travail, à laquelle vous pensez qu'il puisse illustrer ce thème de l'utilisation de la nudité? Est-ce que déjà, vous avez déjà dansé nu? Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais sans que ce soit décidé d'avance. Et donc, c'est venu au fur et à mesure d'un spectacle où j'étais interprète pour un chorégraphe qui s'appelle Daniel Larieux. Et au fur et à mesure des représentations, mon personnage, c'était évident qu'à un moment donné, il fallait qu'il défasse ses vêtements. Mais c'était pas forcément une idée de provocation, mais c'était la dramaturgie de la pièce faisait que ça semblait évident que ça allait être comme ça. Et je pense que la délicatesse d'un nu au plateau, elle est là. C'est-à-dire, si elle suit une dramaturgie, que ce soit théâtrale, chorégraphique ou même musicale, il n'y a pas de souci avec ça. Même le spectateur, il n'y a pas forcément de provocation, il y a un éveil éventuellement du symbole qu'il peut y avoir dans cette personne nue, que ce soit un homme ou une femme, et surtout comment le nu arrive au plateau. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, et je pense un corps nu au plateau, c'est jamais solitaire, c'est souvent en lien avec un objet, en lien avec de la lumière, en lien avec de la musique, et c'est cette relation avec l'autre chose qui va se cogner et qui va faire que le spectateur peut éventuellement être touché ou
pouvoir parler avec cette nullité au plateau. Est-ce que le langage du corps est quelque chose d'homogène dans le sens de répétitif? Est-ce que vous donnez à des danseurs et à des danseuses une chorégraphie? Est-ce que chaque soir ils vont représenter la même chose? Ou au contraire, est-ce que le langage de leur chair va faire émerger des états d'âme, des sentiments particuliers? Oui, mais ça c'est ce qui est magnifique au plateau, c'est que surtout si le spectacle enfin moi j'aime bien quand une chose est écrite. Donc pas forcément avec des parts d'improvisation, après c'est très subjectif, mais même si quelque chose est extrêmement écrit, il faut, surtout la danse dit ça, c'est qu'à chaque fois, la chorégraphie, il faut la faire exister. Elle n'a de sens que si elle est traversée, que si elle est mise en place par un corps, donc si on est interprète par son corps. Et ça c'est formidable parce que forcément, les instants changent, les soirées changent, le public change. Et donc chaque spectacle va être différent, en tout cas au niveau de la chair, ça c'est sûr. Il y a une chose, je trouve vraiment passionnante dans votre travail, c'est ce que vous produisez, je crois que c'est une installation autour du geste professionnel. En fait, vous voulez faire de ce geste une danse. Hein? Racontez-nous ça, ce travail. Depuis 7 ans, je pense depuis très longtemps, j'avais envie d'aller voir des gens dans le monde du travail, surtout des artisans, mais ça peut être... En tout cas, il faut rencontrer quelqu'un qui a un geste relié à son métier. D'ailleurs, moi, j'arrête pas de bouger mes mains. Et j'avais envie que ces personnes, au départ plutôt des artisans, puissent déposer devant une caméra les gestes qui constituent son métier, mais sans les matières, sans les outils, et de déposer simplement ce geste à l'image. Et dans ce creuset de gestes, moi en tant que chorégraphe, mais je pense que tout le monde, on peut le voir, il y a l'amour de ce geste, la répétition de ce geste, l'apprentissage, le savoir-faire, l'expertise, l'expérience, le vécu aussi de tous les jours. Je fais ces mêmes gestes. Et puis, puisque ce sont que des gestes des métiers que nous avons filmés, il y a la valeur marchande aussi de ce geste bien fait, qui fait que je peux m'acheter une maison, je peux élever mes enfants avec mon savoir-faire dans les mains. Alors pour illustrer ce thème du rapport entre le corps et le langage, il y a aussi, je l'ai dit, ce langage des mains, ce langage des sourds. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Quelle est votre découverte? Quel est votre chemin sur ce thème? Je pense que dans l'apprentissage, enfin en tout cas pour moi, de la langue des signes, ce qui a été extraordinaire, c'est ce ressenti de quelque chose qui est incarné. La langue des signes, c'est donc une parole qui n'est pas énoncée, qui n'est pas prononcée, mais qui va être traversée par la chair. Et c'est surtout le fait de l'apprendre qui m'a énormément apporté. C'est pas forcément... J'ai beaucoup de plaisir à la parler, mais c'est plutôt l'apprentissage que j'ai trouvé étonnant. Et ça m'a relié à des sentiments de la petite enfance, je pense, quelque chose de tout petit, avant qu'on puisse parler. On se débrouille pour se faire comprendre avec ses parents, avec ses sœurs, avec la fratrie, avec les amis, les grands. Et il y a plein de choses possibles en dehors du langage énoncé, enfin de la parole. Et la langue des signes, elle est de manière codifiée, et c'est une langue. Elle contient toutes ces choses qui sont de l'ordre du non-dit, peut-être de l'ordre du silence, et peut-être de l'ordre de ce qu'on peut incarner au plateau, et peut-être aussi d'un corps spirituel. La danse est cruelle du point de vue du rapport au corps, parce que elle est une telle discipline que, évidemment, l'âge ne lui est pas favorable. Quel est votre rapport à ça? Parce que je ne vous pressens pas comme une artiste danseuse qui magnifie le corps comme au ballet de l'Opéra de Paris, par exemple. Mais enfin, de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous vivez, vous, personnellement, et qu'est-ce qu'on vit autour de vous? C'est-à-dire, est-ce qu'on danse à tous les âges?
Eh bien, moi, je suis très fière à l'âge que j'ai, de continuer à être danseuse et chorégraphe. Et je pense que on est un certain nombre, mais on n'est pas non plus tellement nombreux, puisque on est un peu représentatif d'une première génération. Je veux dire, le corps dansant, il a été tellement il a été emmené avec la danse classique, avec l'image du beau, du corps qui est le corps qui est beau, qui va danser. Il ne peut être que dans une certaine image. Et en fait, moi et d'autres qui ont, on va dire, de l'expérience maintenant derrière nous, ce qui est formidable, c'est de pouvoir montrer sur un plateau comme un comédien. Un comédien, on va voir, je sais pas, quelqu'un comme Alain Cuny, qui n'est plus là, mais qui est un comédien extraordinaire. On se déplaçait pour voir Alain Cuny à 60 ans, à 70 ans, pour l'écouter, faire des lectures de textes, pour jouer. Et plus on avance en âge, souvent en étant comédien, plus il va y avoir quelque chose qu'en tant que spectateur, on va apprécier. Et la danse, je ne sais pas pourquoi, c'est à des kilomètres de ça. Alors que voir un corps qui danse, et c'est pas une histoire de technique, c'est une histoire aussi de faire passer de présence au plateau. Et la présence au plateau, quand on a 20 ans, on n'a forcément pas la même que quand on a 50 ans. Et cette présence, elle est belle. Enfin, elle a quelque chose à nous dire, comme un tableau. Et c'est important. Et moi, je suis très... C'est pour ça que... Enfin, c'est pas pour ça forcément que je continue à danser, mais je sais ce que je fais en allant sur un plateau. Cécile de Brema. Non, je pensais à Merce Cunningham qui Alors tout le monde ne connaît pas Merce Cunningham. Oui, grand danseur. Enfin, voilà, qui devrait... américain extrêmement... Et c'était toujours très très émouvant de le voir danser, alors qu'il était, je crois, il était pétri d'arthrisme. À quel âge? Il est décédé il n'y a pas tellement longtemps, l'année dernière, et ce qui était formidable, il avait une compagnie avec des danseurs extrêmement performants, et il venait presque chaque année au Théâtre de la Ville, et donc ce qui était demandé aux danseurs, lui à 70, 80 ans, il ne pouvait pas le faire, mais par contre, il est toujours rentré au plateau dans ses pièces, mais quand il rentrait au plateau, ça s'arrêtait, quoi. Et c'est une histoire de qualité de présence. Et voilà, c'est ça qui est un peu compliqué vis-à-vis du corps, du corps nu, du corps en représentation dans la publicité. Et je ne vais pas du tout rentrer dans la critique de ça parce que tout est bien. Mais c'est sûr que c'est pas du tout le même registre. Voilà. Vincent Leclemard, comment vous réagissez par exemple? C'est vrai, en vous écoutant et puis en entendant après ce qu'on a dit sur Luciane Freud, je me suis dit, jamais vous n'en montrerez autant, si je puis dire, dans une publicité. Et jamais. Mais la raison est simple. Quand on correspond à 3 domaines de production, excusez l'expression, mais je crois que c'est la bonne, assez différents. Si je vais voir un spectacle de danse, d'abord j'ai une bienveillance a priori pour ce spectacle, ça m'intéresse, ça va durer, il n'y aura pas de mots, mais il y aura des sensations incroyables, je vais regarder, je vais sentir, je vais être ouvert, etc. Et je sais pourquoi j'y vais, et j'y vais positivement. Lorsque je suis confronté à une œuvre artistique, un tableau qui est déjà plus figé, l'œuvre elle est comme elle est. Ensuite, on peut l'éclairer différemment, bon... Mais là aussi, j'ai un avis, je ne vais pas tout aimer, j'ai du choix, on va en parler, alors que pendant le spectacle, on ne parle pas. Je vais avoir une culture qui va se former, etc. Mais de toute façon, je suis venu pour voir Luciane Freud, parce qu'on m'en a parlé, parce que j'ai un a priori positif. J'ai du temps, je suis réceptif, je suis ouvert. Moi, je viens, excusez-moi, emmerder les gens. Personne n'a rien demandé. Les personnes à qui je m'adresse sont en train de conduire, sont en train de dîner, sont en train de lire le journal. Il ne faut jamais l'oublier, et moi, je viens les détourner de ça. Alors, heureusement, en France, on a quand même la politesse de prévenir. Il y a un petit jingle qui vous dit « Attention, c'est de la publicité ». Donc, on a cette politesse-là, mais néanmoins, on est là et on n'est pas attendu. Et on sait que, vraisemblablement, les personnes à qui on s'adresse ne vont pas passer beaucoup de temps avec nous. Donc c'est le contraire.
C'est le contraire. Moi, je dois travailler pour très vite, provoquer une impression, et puis c'est fini. Puis si jamais les personnes veulent revenir dessus, très bien, mais c'est pas le but du jeu. Et cette impression, il faut qu'elle fasse passer un message. Alors j'ai l'avantage, j'ai les mots. Lucian Freud n'a pas de mots, vous n'avez pas de mots. J'ai des mots, mais vous avez toute la palette. J'ai toute une palette, c'est-à-dire qu'en fonction des médias, je peux m'adresser uniquement à la raison. L'audiovisuel va s'adresser à quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup moins raisonnable, beaucoup plus irrationnel. Mais tout est construit. On ne maîtrise pas tout, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On découvre des choses en avançant. Enfin, il y a un genre qui est passionnant, c'est le film. Un film, ça coûte cher à faire. Et puis quand l'équipe est partie pour faire son film, on ne sait pas avec quoi elle va revenir. Là, il y a une aventure qui va se passer, on ne sait pas. Une photo, on la contrôle en permanence, comme Lucian Freud. Il contrôle son tableau. Le film, on ne sait pas, parce qu'il y a des êtres humains qui vont jouer, qu'il y a une relation entre eux avec le metteur en scène. Et donc, on a quelque chose qui va se produire, je ne sais pas si c'est de l'art, mais en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, vraisemblablement. Mais en tout cas, sur le fond, on n'est pas du tout dans le même registre de relation avec le spectateur ou la personne à laquelle on s'adresse. On n'a pas la même durée d'écoute, on n'a pas la même attention. Et le corps, pour en revenir au corps, on a de temps en temps, on arrive à faire passer des émotions esthétiques. On travaille pour une eau minérale depuis 20 ans et qui est, comme toutes les eaux minérales, a une action supposée sur le corps. Et là, je me rends bien compte que quand il n'y a pas cette notion, non pas de corps, mais de chair, quand il n'y a pas cette notion de chair qui passe, c'est-à-dire quelque chose qui fait ressentir que ça travaille à l'intérieur, avec des photos, donc c'est pas évident quand même, ça marche moins bien. Bon, ben ça, je le sais par expérience. Donc, on va essayer de trouver des façons d'exprimer la présence du corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut le montrer intégralement, mais ça veut dire qu'il faut qu'on attire le regard sur justement quelque chose qui fasse sentir qu'il y a du corps derrière et de la chair. Oui, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment différente, que ce soit vis-à-vis de la photo ou la peinture, par rapport au plateau. C'est que si on fait une photo ou un film, on va cadrer l'image. Donc par rapport au nu, on le cadre. Au plateau, ça se déplace, ça bouge. Il y a des angles qui sont regardables, il y en a d'autres qui vont déranger. Et on n'a pas le choix parce qu'en tant que spectateur, on est assis et on regarde un corps qui bouge et qui n'a, a priori, qui ne choisit pas de montrer. Enfin, on peut le choisir, mais en tout cas, c'est en mouvement et ça... Des émotions, enfin, moi, mes premières émotions chorégraphiques, si on peut dire, j'étais à l'Opéra Garnier et j'ai vu un ballet et j'ai ressenti un truc, mais je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. C'était incroyable, c'était une sensualité, pourtant c'est très classique, c'était une sensualité incroyable. En publicité, on ne pourra jamais provoquer ça. On essaye de faire passer des sensations, mais c'est pratiquement impossible. On a travaillé sur des vins, les vins des Côtes-du-Rhône, pour faire ressentir à quelqu'un les saveurs d'un vin en publicité, c'est mission impossible. Donc vous êtes obligé de passer par des détours incroyables, faire ressentir ce qu'on peut ressentir en touchant un tissu ou en voyant un fruit ou une certaine granulosité de certaines choses. Mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas le temps et on a très peu de moyens finalement pour exprimer tout ça. On a effleuré, je crois que c'est Cécile de Brémar qui l'a cité tout à l'heure, le phénomène quand même très contemporain de la présence de la nudité masculine. Je vais y revenir 2 minutes. Bon, on pense là aussi à des grandes marques. Je pense à ces 2 compères de la haute couture italienne notamment. C'est quand même une présence très très explicite et très forte de la culture gay dans la société, dans la production alors publicitaire. Je ne sais pas si on la retrouve aussi dans d'autres domaines artistiques. Mais alors, moi, ça m'a étonnée. Enfin, pour un peu préparer cette conférence, je suis allée cette semaine à la Cinémathèque de la Danse et ils avaient un montage de la nudité dans la danse. Et j'étais très étonnée de voir la première femme qui a commencé à se dévêtir et qui a été extrêmement importante pour plein de domaines artistiques, c'est Isadora Duncan. Après, et puis, donc, après, il y a une femme plutôt de l'Est qui s'appelle Nikolska. Et donc, Isadora Duncan, c'est 1905, ça fait très très longtemps. Mais tout ça pour dire que c'est les 2 premières qui se sont mises nues, et en tout cas par rapport à la danse, ce sont des femmes.
Mais elles ont décidé elles-mêmes. Il n'y avait pas un homme qui leur a... C'est pas des danseuses, quoi. Ce sont des chorégraphes et qui ont... Et ça m'a surprise, voilà. Sur cette question de la nudité masculine et de son exploitation. Oui, il y a une normalisation de la nudité masculine, il y a une féminisation de l'homme qui est incroyable. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, quel que soit leur âge, enfin, en tout cas jusqu'à 50-60 ans, s'embrassent alors que c'était même pas amicalement, je veux dire. Bonjour, comment ça va ? Et on s'embrasse. Et les jeunes font ça, les gens de mon âge font ça. Et franchement, il y a 10 ans, on faisait pas ça. Tout ça, c'est relié, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de libération par rapport au corps, à l'idée qu'on peut avoir une affection entre hommes qui est un peu physique, et c'était pas le cas auparavant. Là-dessus, je crois que beaucoup de frontières se sont ouvertes. Non, peut-être sur la culture gay, je ne sais pas s'il faut utiliser cette expression, mais en tout cas, l'insistance sur le corps est quelque chose qu'on évite là dans le débat. Hein. On n'en parle pas trop, mais il y a quand même, à travers la publicité, il y a quand même une sorte d'injonction à être beau, qui est quand même très très dure dans nos sociétés. Il y a quand même une sorte de diktat de l'image. On a beaucoup parlé de l'anorexie pour les jeunes filles. Je pense que les hommes, effectivement, il y a à la fois, vous avez raison, une libération du corps ou peut-être des liens corporels, je ne sais pas, dans la gestuelle. Mais il y a aussi, je dirais que les hommes sont aussi rattrapés par ce diktat de la représentation, d'une nécessité surtout de ne pas vieillir. Donc il y a cette sorte de peur d'un corps qui s'affaisse, d'un corps vieillissant. Et souvent, quand je rebondis encore sur Lucian Freud, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions du public en me disant mais pourquoi ce peintre aime le lait. Alors c'est souvent la réaction première des gens, et je suis très frappée de voir que c'est très difficile de comprendre qu'on puisse avoir une sorte de regard d'empathie avec un corps avec ses défauts, un corps qui vieillit, ou un corps, ce qu'on disait aussi sur les vieux danseurs, c'est-à-dire la possibilité de regarder un corps plein de défauts avec affection. Merci. Alors je rappelle qu'il faut absolument aller voir cette exposition de Lucian Freud à l'atelier. Pascal Houbin, on vous voit où en ce moment ? Vous produisez quelque chose ? Vous n'êtes pas obligé, hein ? Non, parce que là, je vais partir en vacances. D'accord. Alors, bonnes vacances à tous. La semaine prochaine, c'est la dernière, et il sera question de l'humanisme sans Dieu est-il possible ? Quant à moi, je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine. Au revoir.